Et plus on avance, plus les conditions d'octroi de crédit deviennent compliquées. Donc tu exclus forcément toute une frange de la population de l'accès à cette épargne-là facilitée par l'immobilier. La grosse innovation de notre solution, de notre plateforme, c'est d'avoir dit on va te faire bénéficier de l'effet de levier. On va mettre un crédit immobilier, donc on va mettre de la dette sur l'immeuble en co-investissement. Et cette dette-là, on ne la garde pas dans notre poche, elle est au bénéfice des investisseurs. Il y a cette ambition de te permettre, pour un tout petit ticket, sur le même principe, de pouvoir acheter des briques dans un immeuble partout à travers le monde. Et moi, ma volonté, c'est de permettre à des personnes qui sont exclues du crédit immobilier de pouvoir investir. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Alors aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric O'Neill. Salut Cédric! Salut Ismaël. Alors aujourd'hui, on va revenir sur le domaine de l'immobilier locatif plus particulièrement, avec notamment ce que tu peux proposer avec ta boîte Brix, où la promesse me paraît un petit peu folle et ambitieuse, et extrêmement intéressante pour le coup, où on peut investir à partir de 10 euros de son canapé bien au chaud, en 3 clics, dans de l'investissement locatif et en plus bénéficier de l'effet de levier bancaire. On va y revenir un petit peu plus en détail après, mais en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens et voir un petit peu par rapport à ton parcours qui t'a amené jusque-là, s'il te plaît, Cédric. Ouais, super. Merci. En tout cas, merci de m'inviter. Je suis passionné d'immobilier, donc c'est avec plaisir dès que je peux parler, tu vois, 1 heure ou 1 heure et demie d'IMO. Euh, Moi, j'ai une double formation. Je suis pharmacien de formation avec un double diplôme en économie et en finance. Ok. Et à la fin de mes études, j'ai créé une première boîte dans le secteur Internet. C'était la première société qui te permettait d'acheter des médicaments sur Internet. Donc un secteur assez réglementé, mais qui était en lien avec mes études. Ça a plutôt bien marché. J'ai revendu la boîte en 2019. On faisait à peu près 20 millions d'euros de vente de produits de santé sur Internet. Mais c'était pas forcément le secteur d'activité qui m'épanouissait le plus. Moi, j'ai toute ma famille qui est dans l'immobilier. Donc, tu vois, j'ai un frère qui est promoteur immobilier, une sœur qui est architecte, un autre frère qui est électricien de formation. Donc, ce qui fait que les repas de famille, ça parle beaucoup d'immobilier. Et à titre perso, j'avais fait pas mal d'acquisitions avec tous les modèles qui peuvent être imaginables, hein, du marchand de biens, du LMNP, de l'achat pour mettre sur Airbnb, un peu de promotion immobilière. Euh, et je me suis rendu compte que, alors que j'avais quand même une certaine expertise et les finances nécessaires, bah, c'était pas forcément simple pour moi de monter des opérations. Beaucoup de mon entourage, beaucoup de personnes de mon entourage venaient me voir et me posaient des questions et n'osaient pas, face à toutes ces barrières, bah, passer le pas et se dire bon bah je vais investir et je vais épargner. Et quand j'ai regardé un peu ce qui se faisait au niveau du marché immobilier, j'ai trouvé ça assez intéressant en termes d'offres, mais les offres de sites internet qui étaient proposées ne s'adressaient qu'à des personnes qui pouvaient emprunter. Donc, tu as pas mal de sites internet qui vont te faciliter ton acquisition, mais c'est toujours à la condition que tu aies un beau dossier et que tu puisses aller voir ton banquier pour emprunter de l'argent. Tu as quand même une précarisation de l'économie là qui est en train de se mettre en place, où beaucoup de personnes sont parties sur des statuts d'auto-entrepreneuriat, où tu as des chauffeurs Uber, Deliveroo,
et des statuts comme ça qui se démocratisent, c'est des personnes qui n'ont pas de CDI et donc qui peuvent pas emprunter de l'argent pour se dire je vais acheter ma résidence principale ou je vais investir dans l'immobilier de manière locative. Et là-dessus, moi, ça m'a paru dingue parce que tu vois, c'est des personnes qui partent sur de l'investissement dans de la crypto-monnaie, de l'investissement en bourse, donc un truc qui est assez risqué. Ouais, tu peux gagner pas mal d'argent, mais il y a quand même du risque. Et tu n'avais aucune plateforme qui te permettait de manière très simple d'acheter une part d'une propriété en un clic et de te dire si j'ai besoin de liquidité, je la revends en un clic. Donc ça a été vraiment la genèse de Brix. Et surtout, tu vois, moi je viens d'un milieu quand même qui est assez modeste. L'immobilier, pour une grosse majorité de la population, c'est un peu le moyen de t'émanciper et le moyen de sortir de ta condition sociale et de te dire, ok, j'ai pas un gros salaire, mais en tout cas, grâce à l'immobilier, je vais pouvoir préparer ma retraite, je vais pouvoir préparer peut-être certains projets de vie que j'ai pour plus tard, je vais peut-être pouvoir, via ce billet-là, financer des études pour mes enfants. Et donc, c'est vraiment un moyen super intéressant, l'investissement immobilier, pour justement avoir une épargne qui se développe quand tu as un petit salaire. Et ça, tu vois, aucune plateforme te le permettait. Et plus on avance, plus les conditions d'octroi de crédit deviennent compliquées. Donc, tu exclus forcément toute une frange de la population de l'accès à cette épargne-là facilitée par l'immobilier. En quelques mots, déjà pour résumer, donc tu as déjà cette âme entrepreneuriale avec cette première boîte dans le domaine de la pharmacie qui marche très très bien, etc. Donc tu la revends bien. Et avec ce background et cet entourage, avec cette appétence immobilière autour de toi, ça te donne vraiment des envies de pousser là-dessus et de proposer, voilà, in fine, une offre pour des personnes qui potentiellement peuvent être bloquées par l'obtention de crédit. Tu l'as évoqué pour plusieurs raisons. On peut aussi parler du Haut Conseil de la stabilité financière, le HCSF, qui est en train de durcir un petit peu les différentes conditions d'obtention de crédit, même pour des investisseurs qui commencent à être à un stade un peu plus avancé. Donc, tu as envie de démocratiser ça, de dépoussiérer un petit peu ce qui est proposé sur les différentes offres qu'on peut avoir et de mettre la pierre à l'édifice là-dessus et voilà, de faire avancer les choses dans le bon sens, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je me dis, là, on est en 2021, on est sur un marché où tout est digitalisé et pourtant, quand tu veux investir dans l'immobilier, il y a des frictions dans tous les sens. Et ma vision des choses à ce moment-là, c'est de me dire, en fait, dans 10-15 ans, tu auras des plateformes comme Brix ou d'autres qui te permettront très facilement, en un clic, d'investir dans des propriétés, mais d'avoir un catalogue non pas franco-français, mais un catalogue mondial de propriétés dans lesquelles tu peux investir et facilement ressortir. Et tu vois, ce qui est impressionnant aussi après crise Covid, c'est que tu as eu un niveau d'épargne qui, juste sur la période Covid, a atteint les 260 milliards. Et on parle de plus de 800 milliards d'épargne au total dans des comptes type livret A ou PEL, immobilisés par les Français qui rapportent plus rien. Et tout cet argent ne produit pas d'intérêt pour ces Français qui l'ont épargné. Donc, offrir enfin une plateforme qui permette à n'importe qui de se dire, j'ai une liquidité qui est assez facile si je veux ressortir. Ok, pourquoi pas placer mon argent sur de la pierre parce qu'on sait que c'est un placement sécure et que j'ai beaucoup moins de risques à faire ça qu'à l'investir en bourse. Et ouais, tout à fait. L'immobilier, c'est l'investissement, un des investissements préférés des Français. On a beaucoup aussi l'assurance vie, etc. Après, il y a peut-être deux choses, comme tu dis. Il y a d'une part l'épargne qui est consacrée, avec des montants qui ont vraiment augmenté pendant la crise Covid. Mais après, il y a le côté aussi investissement. Et parce que l'épargne, ça va être bien la sécurité, faire face aux coups durs, changer la voiture, la chaudière, etc., faire face aux imprévus. Mais après, il y a le côté vraiment investissement, long terme, dans la pierre, quelque chose de tangible, qui rapporte. Et les Français, d'une façon générale, sont vraiment attachés à ça. J'en suis le parfait exemple, hein, avec une appétence assez forte, assez marquée pour l'investissement dans l'immobilier. Et donc, toi, parti de ce constat, tu te dis qu'il y a une épargne disponible qui pourrait être un peu mieux utilisée et au lieu d'être épargnée, d'être plutôt tournée vers l'investissement productif et qui rapporte. Oui, c'est exactement ça. Et maintenant qu'on a fait 5 minutes de teasing là, auprès de tes auditeurs, je vais présenter notre solution. Donc, en fait, nous, c'est une solution de fractionnement immobilier.
Donc on va sélectionner des immeubles de rapport. Donc c'est des immeubles qui ont en moyenne 10 appartements. Donc des immeubles intégralement loués. Donc on est vraiment sur de l'ancien. Donc tu vois, faut s'imaginer l'immeuble parisien haussmannien, par exemple, intégralement loué avec une dizaine d'appartements. Donc on sélectionne des immeubles comme ça avec des bons rendements. On va les diviser en 10 000 parts qu'on appelle des briques. Et tu vas avoir la possibilité d'acheter une fraction de l'immeuble, hein, une ou plusieurs briques. Et en fonction du nombre de briques que tu possèdes, tous les mois, tu vas récupérer une partie des loyers. Et à mesure que l'immeuble prend de la valeur, tu vas aussi récupérer cette valeur parce que le prix de ta brique va augmenter progressivement. Et la grosse innovation de notre solution, de notre plateforme, c'est d'avoir dit, on va te faire bénéficier de l'effet de levier. On va mettre un crédit immobilier, donc on va mettre de la dette sur l'immeuble en co-investissement. Et cette dette-là, on ne la garde pas dans notre poche, elle est au bénéfice des investisseurs. Donc quand on achète un immeuble, il y a 50% de l'argent qui provient des investisseurs particuliers et les 50 autres pourcents vont provenir d'un crédit immobilier qu'on va souscrire pour l'acquisition de l'immeuble en notre nom. Et plus on rembourse ce crédit immobilier, plus il y a une épargne qui se génère, et cette épargne, elle est, comme je l'ai dit, au bénéfice des investisseurs. Je te coupe, on va revenir vraiment sur ces 2 points. C'est vraiment très très intéressant ce que tu dis. Tout de suite maintenant, donc déjà, moi j'y vois 2 avantages. Le premier, c'est de déjà donner l'accessibilité à être propriétaire de l'immobilier à partir d'une BRICS. Donc tu as un immeuble typiquement 200 000 euros, tu vas emprunter la moitié auprès d'une banque, l'autre moitié, tu le divises en 10 000 briques. Donc dans l'exemple là, à 200 000 euros, ça fait 10 000 briques à 100 000 euros, donc pour 10 euros. Je suis investisseur, j'ai envie de prendre une petite participation. C'est accessible déjà à partir de 10 euros. J'achète une brique à 10 euros et en fonction de la prise de valeur, etc., le prix de ma brique va varier. Et en plus, je bénéficie de l'effet de levier bancaire en ma faveur. C'est bien ça. Tu as tout résumé, c'est exactement ça. On va reprendre l'exemple d'un immeuble. Donc tu vois, on va prendre des chiffres simples pour que ça soit vraiment compréhensible. L'immeuble, une fois que j'ai... En fait, c'est pas par rapport au prix d'un immeuble, c'est plutôt par rapport à un budget de financement d'un immeuble au global. Donc, j'achète tout frais compris un immeuble à 200 000 euros. 100 000 euros est apporté par les particuliers, donc avec des briques à 10 euros, et 100 000 euros est apporté par la banque. Sur la partie qui est financée par les particuliers sur fonds propres, je vais être en capacité de te rendre l'intégralité des loyers. Donc je vais avoir des loyers bruts qui sont collectés, on va payer les quelques charges, à savoir la taxe foncière, l'assurance et des frais d'agence immobilière, et je te reverse l'intégralité des loyers. Sur toute la partie de mon immeuble qui est payée à crédit, je ne suis pas capable de te reverser ces loyers tout de suite parce qu'ils viennent en remboursement d'échéances bancaires. Et oui. Mais par contre, dans mon exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ta brique, elle vaut 10 euros parce que la valeur des fonds propres dans l'immeuble, elle est de 100 000 euros. Donc 100 000 euros divisé par 10 000 briques, ça fait une brique à 10 euros. Si au bout de quelques années, j'ai déjà remboursé 20 000 euros de crédit et que mon immeuble vaut toujours 200 000 euros quand je le revends 200 000 euros, j'ai plus que 80 000 euros de crédit, donc mes fonds propres sont maintenant de 120 000 euros. Et donc ma brique qui valait initialement 10 euros, maintenant elle en vaut 12. Donc le prix de ma brique augmente avec le remboursement des échéances de crédit. Donc plus je rembourse mon crédit, plus le prix de ma brique augmente. Et là, on est parti sur une valeur stable de mon immeuble. L'idée, c'est de se dire, on va investir dans des zones où l'immobilier prend quand même de la valeur et que l'immeuble que j'ai initialement acheté 200 000 euros, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, il en vaut plus 200, mais il en vaut 250 ou 300. Et si au bout de 10 ans, mon immeuble il vaut 300 000 euros et qu'il me reste plus que la moitié du crédit à rembourser, à savoir 50 000 euros, en fait, si je revends mon immeuble, j'ai 250 000 euros de capital restant. Et donc, ma brique vaut maintenant 25 euros. Donc, la brique que j'avais initialement achetée 10 euros, elle en vaut maintenant 25. Et c'est super intéressant parce que tu avais déjà des modèles de crowdfunding, donc d'investissement participatif qui existaient. Mais tu étais plutôt là pour financer du promoteur immobilier, donc le promoteur qui construit son immeuble.
Et c'était du financement sous forme de prêt. Donc en fait, toi, tu prêtais de l'argent, tu avais des rendements qui étaient stables dans le temps, qui étaient de l'ordre de 8% par an. Mais peu importe l'augmentation du prix de l'immobilier, peu importe ensuite du crédit qui avait été souscrit par le promoteur immobilier, tu savais que tu avais tes 8% et tu étais capé à 8%. Nous, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est que tu es propriétaire d'une fraction de l'immeuble, donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que si ton immeuble, il y a une grosse inflation et qui double de valeur, bah, ta brique, elle va doubler de valeur et c'est génial. Si on arrive à réaugmenter les loyers dans la durée, forcément ton rendement va augmenter. Mais de l'autre côté, si à un moment donné on a 10 immeubles et qu'on a de la vacance locative, le 12% de rendement que je t'ai annoncé à l'année, potentiellement, il va se transformer en 10 ou en 11%. Parce que pendant quelques mois, j'ai eu un locataire qui est parti et donc le loyer n'est pas payé. Donc, c'est intéressant parce qu'on reproduit vraiment ce qui se produit dans l'immobilier classique. Si tu achetais en direct, tu as les mêmes contraintes. Oui, bien sûr, vous répliquez la gestion, l'investissement immobilier classique que une personne, un particulier peut faire en nom propre ou en société, mais vous prenez tout en charge. Ouais, voilà. Et en prenant tout en charge et en s'occupant nous-mêmes de la gestion des locataires derrière, et surtout en te permettant d'avoir une solution d'investissement à très bas coût euh, et un potentiel de diversification qui est aussi intéressant de souligner. C'est-à-dire que quand tu peux investir dans un immeuble à partir de 10 euros, bon, bah, tu diversifies très facilement ton portefeuille parce qu'avec une toute petite somme, 1000 euros, tu peux déjà investir dans une dizaine d'immeubles qui sont pas forcément localisés au même endroit, qui peuvent être même localisés en France ou à l'étranger demain. Et ça, c'est intéressant parce que ça te permet de lisser facilement ton risque et ton rendement. On le comprend très très bien. Si on investit dans 10 immeubles et qu'il y a un des immeubles qui fonctionne moins bien pour X raisons, des locataires qui payent pas, un dégât des eaux, enfin quelque chose, que sais-je, au moins on est diversifié, on n'a encore une fois pas tous les œufs dans le même panier, et ce qui nous assure une certaine sécurité et in fine de la sérénité pour le coup. Par rapport à ça, c'est assez intéressant vu comme ça. Quelle est ta solution? On peut voir des concurrents ou des confrères plutôt outre-Atlantique qui proposent des solutions peut-être similaires avec comment dire, la technologie de la blockchain sous-jacente, en tokenisant les biens, etc. Comment tu procèdes? C'est comme ça? Ou on prend des parts de sociétés à l'image des SCPI ou d'autres choses encore? Ouais, c'est une très bonne question et c'est une question qui revient souvent. C'est quelle est la structuration juridique derrière une brique et quel est le modèle qui a été mis en place. Euh, Mon idée initiale, tu vois, c'était d'avoir une plateforme qui te permette un investissement facilité, mais surtout qui te permette une liquidité qui soit la plus rapide possible. Pour avoir une plateforme avec de la liquidité, il te faut un produit juridique qui soit très simple à échanger. Et quand on a regardé ce qui se faisait, forcément, on exclut tout de suite l'acquisition de 10 000 personnes en direct, parce que là, ça te crée des problèmes d'indivision qui sont juste ingérables. Euh, on s'est intéressé au modèle des SCPI. Le modèle des SCPI, tu investis dans des actions d'une société, donc tu investis dans des actions d'un fonds d'investissement qui va détenir des actifs, donc qui va détenir des biens immobiliers. Et dans ce cas-là, tu es actionnaire de la société. Ça, c'est intéressant, mais ça a deux problématiques. Première problématique, c'est que tu es dans une gestion passive. Tu investis dans un pool d'immeubles, mais c'est le gestionnaire qui fait lui-même sa gestion, donc tu ne connais pas les immeubles qui ont été achetés. Donc, voilà, je mets 1000 euros dans un fonds d'investissement et je suis complètement passif. Je sélectionne pas les immeubles qui m'intéressent. Donc ça nous dérangeait. Et deuxième problématique, c'est que quand tu veux revendre des actions d'une société qui détient de l'immobilier, tu as un frottement fiscal avec des droits de mutation pour l'acquéreur qui va acheter l'action qui sont de 5%. Sans parler des CERFA nécessaires au transfert de propriété. Donc tu crées rapidement une usine à gaz et une complexité administrative euh, qui ralentit la liquidité. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, si tu n'investis pas au travers d'une assurance vie dans des SCPI, si tu investis en direct, tu as des délais qui sont en moyenne de 2-3 mois pour revendre ta part de SCPI. Donc, tu vois, c'est pas très liquide.
Et alors, ce qu'on a mis en place, si les gens sont un peu financiers sur ton podcast, ce qu'on a mis en place finalement, c'est un dérivé de ça. Euh, En bourse, c'est ce qu'on va appeler un dérivé, tu vois, un ETF, Mhm. qui reproduit le schéma d'une action, mais qui n'est pas une action, tu vois, qui a un droit à action. Donc nous, dans notre modèle, on a une seule société qui détient et qui achète tous les biens immobiliers. Et pour chaque immeuble, on va mettre en place ce qu'on appelle un contrat de cession de revenus futurs. Donc en fait, c'est un engagement contractuel entre la société qui détient le bien immobilier et l'investisseur. En échange de son investissement pour acheter l'immeuble, on s'engage à lui reverser 100% des loyers et 100% du capital restant à la revente de l'immeuble. Donc, on va pas parler d'usufruit parce que l'usufruit, ça veut dire qu'il y a un démembrement chez notaire, mais on va parler de droit à usufruit. Tu n'as pas l'usufruit, mais tu as 100% des droits à usufruit. Et c'est intéressant parce que comme c'est une relation contractuelle entre l'investisseur et notre société, ça peut très facilement s'échanger 10 000 fois dans la journée sans que tu aies de frottements fiscaux, sans que tu aies de taxes sur des droits de mutation ou des frais de notaire à payer. Et ça nous a permis de mettre en place un modèle avec une liquidité parfaite où les gens, s'ils décident de vendre demain, bon, bah, la seule taxe qu'ils vont avoir à payer, c'est la taxe sur les plus-values qu'ils auront réalisées. Donc, si j'ai acheté ma brique 10 euros et que je la revends 15, sur les 5 euros de plus-value, là, j'aurai bien la flat tax à 30% qui s'applique. D'accord, très bien. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Tu l'évoques, la plus-value, on va commencer par celle-ci. Du coup, on n'est pas sur le coût des plus-values immobilières, vu qu'on ne détient pas de part d'un bien immobilier, mais on détient les contrats. On est régi sur la plus-value mobilière. Donc, tu évoques la flat tax, on est bien là-dessus, sur la plus-value mobilière. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est au même titre que détenir de la foncière immobilière cotée en bourse. T'es vraiment sur une plus-value mobilière, donc sur une plus-value liée à des titres financiers. Alors ça a des avantages et ça a des inconvénients. Les avantages que j'y vois, c'est que tu vas, au maximum, tu vas prendre une flat tax à 30%. Ça, c'est le max du max. Sachant que si t'es dans des tranches d'imposition sur le revenu à 0 ou à 11%, bah, tu peux même demander à ce que ça repasse dans ton IR pour payer moins d'impôts. Donc, tu peux être en deçà des 30%. On peut avoir l'option pour l'impôt sur le revenu avec cet abattement de 40% et tomber sur sa tranche marginale d'imposition. Alors que si tu es sur de l'immobilier, t'as pas ces options. C'est que tu es obligé de passer dans de l'IR et si tu as déjà des revenus qui sont assez conséquents, bah, tu peux te retrouver dans des tranches à payer 45, voire certaines personnes 70%, 70% des loyers ou des gains peuvent partir sur de l'IR. Et oui, bien sûr, entre sa tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à l'heure d'aujourd'hui à 17,2, ça Ouais, peut vite faire 30% plus 17,2, 47,2, quasiment 50%. ouais. Ça peut faire très très mal. Donc là-dessus, on est sur la plus-value des valeurs mobilières. Tu rentres pas à l'IFI non plus. Ça, c'est un deuxième point. C'est que, tu vois, si tu as, contrairement au SCPI, tout le patrimoine que tu as en SCPI rentre dans ton calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, si tu as déjà une résidence principale dans une région qui a pris de la valeur, bah, tu peux rapidement rentrer dans cet impôt-là. Là, c'est pas pris en compte pour le calcul de ton IFI. Euh, et c'est pas pris en compte non plus, contrairement à de la SCPI, sur le calcul de ton taux d'endettement. Donc ça va pas faire varier ton taux d'endettement. Si tu as déjà de l'immobilier à titre perso et que tu es déjà au taquet de ta capacité d'emprunt, bon ben là ça fait pas varier les curseurs. Par contre, le revers de la médaille, c'est que comme on est considéré comme une valeur financière, tu peux pas aller voir ton banquier pour lui demander un crédit immobilier. Alors que si tu vas voir ton banquier pour lui dire j'ai envie d'investir dans des SCPI, est-ce que vous pouvez me le financer à crédit? Bah, ton banquier, il voit ça comme de l'immobilier, donc il y a de fortes chances qu'il t'accorde un crédit. Donc là, tu pourrais investir à crédit, mais il faut que tu fasses un crédit court terme à la conso, et ça devient bah, tout de suite moins intéressant en termes de taux, parce que on sait aujourd'hui que les taux de crédit immobilier sont très bas, et tu vois, on peut tomber sur du 1%, et ce qui n'est pas le cas sur un crédit conso. Donc voilà, là, tu as les avantages et les inconvénients de notre solution. Mais grosso modo, dans tous les cas, euh, la population qui utilise
les personnes qui utilisent notre solution vont être vraiment les personnes qui ne peuvent pas acheter de l'immobilier à crédit. Donc tu te retrouves avec deux gros types de personnes différents. D'un côté, ceux qui ne peuvent pas prétendre à un crédit immobilier, hein, et ça représente quand même à peu près 30% de la population, pour les raisons que j'ai déjà citées. Donc je ne peux pas emprunter. Enfin, là, j'ai une solution qui me permet d'investir très facilement dans l'immobilier. Ou alors, deuxième cas possible, j'ai déjà acheté ma résidence principale, voire un premier investissement locatif type un appartement. Je suis vraiment au bout du bout de ma capacité d'endettement. Tu vois, je suis déjà à 40%. La banque m'a déjà toléré un excédent. Je pourrais pas aller plus loin, donc dans ce cas-là, j'ai toujours un reste à vivre qui est confortable et qui me permet de continuer à investir. J'investis chez Brix parce que ils mettent de l'effet de levier bancaire et tu vois, ça me profite. J'arrive quand même à sortir en moyenne du 12% de rendement à l'année sur Brix. Donc là, tu as un peu les deux cas qu'on retrouve les plus souvent chez nous. Oui, bien sûr, ouais, ça se comprend très très bien. Et ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, pour le coup, les clients de Brix sont titulaires d'un contrat, pour le coup. Euh, et comment assurer la liquidité de ce contrat? Donc, j'achète pour 1000 euros de Brix sur un projet donné. Ça fait 10 ans que c'est remboursé. Mes 10 000 euros, donc à 10 euros la Brix, valent aujourd'hui peut-être potentiellement 15 000 euros avec le remboursement de crédit, etc. Très bien, une éventuelle plus-value. À qui je revends ce contrat? Comment ça se passe? Parce que on a bien compris qu'il n'y a pas le frottement fiscal d'une action en société, etc. Donc ça, c'est ma première question. À qui je revends et comment assurer cette liquidité? Et deuxièmement, ma question pour revenir un petit peu sur le juridique et fiscal, le fait de passer par cette solution, bon, j'imagine que ça a été largement travaillé en amont, et le client et ou vous ne peuvent-ils pas se retrouver sur une situation un petit peu d'abus de droit pour justement passer sous les radars de cette imposition où lorsqu'on achète un bien immobilier, on va avoir des frais de notaire, typiquement dans l'ancien, grosso modo 8%, ou alors sur des parts de valeur mobilière, grosso modo, on parlait 5%, sur des actions, pardon, des frais de mutation à 5%. Donc là, en passant par voie de contrat, on passe un petit peu sous les radars. Est-ce qu'il n'y a pas un risque et pour vous, la société, ou pour l'acheteur, le client? Ouais, super intéressant comme question. Faut juste espérer que j'ai pas un contrôleur des impôts ou un mec du gouvernement qui écoute le podcast a posteriori. Euh, alors, je vais répondre à tes questions dans l'ordre. Première question sur la liquidité. En effet, le gros challenge de notre plateforme, c'est d'arriver à prouver que si tu investis chez moi, en un claquement de doigts et pas de dents, tu pourras ressortir. Euh, Là-dessus, d'ailleurs, j'ai des personnes qui m'appellent et qui me disent, moi j'ai 20 000 euros d'épargne, j'habite à Paris, avec ma femme, on prévoit de redescendre dans le sud d'ici 2 ans. Le jour où j'ai besoin de mon argent, je veux avoir la certitude que je peux facilement le récupérer parce que c'est de l'argent dont on aura besoin pour financer notre résidence principale en redescendant en province. Donc tu vois, cette question, elle revient assez régulièrement et on y répond de plusieurs façons. Mhm. Si je reprends mon exemple d'une propriété, donc d'un immeuble qui est financé à 50% à crédit et 50% via les particuliers, donc tu as un ratio de 50% de dette. Ce qui se passe au bout d'une dizaine d'années, c'est que je me retrouve avec une propriété qui a pris de la valeur, qui initialement valait 200 000 euros et qui maintenant en vaut 300. Euh, et pourtant, j'ai un niveau de dette qui n'est plus que de 50 000 euros. Donc, je me retrouve avec un ratio où j'ai 80% de fonds propres pour 20% de dette. Et ça, c'est pas le plus efficace d'endettement parce que ta surface financière au travail est pas très importante au regard des fonds propres que tu as investis. Donc c'est pour ça que nous, déjà, on a un événement de liquidité entre la 7e et la 10e année, où Mhm. soit en fonction du marché et des tendances de marché dans chaque ville dans lesquelles on investit, soit l'immeuble qu'on a acheté, on le revend, soit on le refait financer intégralement. Pourquoi? Parce qu'on préfère te dire, arrivé au bout de la 10e année, on préfère te dire, écoute, ta brique que tu avais achetée 10 euros, elle en vaut maintenant 25. Bon, je préfère te rendre ces 25 et que tu les réinvestisses sur un autre immeuble où je suis capable de mettre plus de dettes, parce que toi et moi, on va y gagner plus d'argent.
avec tes 25 euros investis, avec tes 25 euros de briques, là, de valeur de briques 10 ans plus tard, t'as mieux à les remettre dans un immeuble financé à 50% avec de la dette, parce que ton rendement au global sera plus intéressant. Donc, si tu veux rester très passif, déjà, moi, je t'annonce qu'au bout de 7 à 10 ans, tu as un événement de liquidité, tu vas récupérer l'intégralité de ton argent. Par contre, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas attendre 7 à 10 ans, et d'ailleurs, c'est la beauté de notre modèle de BRICS. Tu n'es pas obligé d'attendre cette période de 7 à 10 ans pour encaisser tes plus-values latentes. Le prix de la brique, il y a un prix indicatif de la brique, il est réévalué tous les mois. Tous les mois, il est réévalué parce qu'on rembourse des échéances de prêt. Donc déjà, sur la dette, ça réévalue automatiquement tous les mois ton prix de la brique. Et tous les 6 mois, je fais passer un expert indépendant assermenté qui réévalue le prix de l'immeuble et qui va faire aussi bouger ton prix de la brique. Donc là, on se parle, on est mi-octobre. D'ici la fin du mois d'octobre, début novembre, on a une place de marché, donc un marché secondaire qui arrive sur notre site internet, qui va permettre à n'importe quel détenteur de briques de remettre sa brique à la vente. Marché secondaire, toi Ismaël qui a acheté des briques, tu vas pouvoir revendre des briques à la condition qu'un particulier te les rachète. Et là, c'est souvent la question qui revient en boucle. Oui, mais qu'est-ce qui me garantit que je vais bien avoir un particulier derrière qui va me racheter les briques? C'est ce que j'allais te poser exactement comme question, avec deux axes. D'une part, il y a le volume des clients, des utilisateurs de BRICS, qui doit être important pour pouvoir alimenter ce marché secondaire. Tu pourras nous en dire un peu plus là-dessus. Et également, ma deuxième question, est-ce que potentiellement BRICS s'engage à potentiellement pouvoir racheter ou pas les parts à une certaine, enfin les contrats, pardon, à une certaine échéance, à partir d'une certaine échéance? Ouais, alors nous sur le marché secondaire, en effet, on va être animateur de marché, donc on s'engage à racheter. Tu vois, si par exemple je te dis que ta brique aujourd'hui elle vaut 20 euros, moi je m'engage à te la racheter en instantané avec un discount, donc une décote de 5 à 10%. Donc si tu as besoin de liquidité instantanée, je vais faire le portage, en fait, je vais la racheter pour toi, pour moi la revendre derrière, mais je vais prendre une petite commission sur ça. Mais en tout cas, tu as la certitude que tu récupères ton argent en instantané. Par contre, si tu décides de la vendre par toi-même, donc moi, si je te dis qu'elle vaut 20 euros, tu peux décider de la revendre 22, 24, tu es libre de la revendre le prix que tu veux. Mais par contre, j'indique à tout le monde que la brique vaut, en tout cas que moi, je l'évalue actuellement à 20 euros. Aujourd'hui, encore une fois, on n'y est pas, donc je peux pas m'avancer sur des chiffres, tu vois, c'est que des convictions personnelles. Aujourd'hui, on a une demande qui est bien plus importante que l'offre d'immeubles qu'on est capable de trouver et de mettre à disposition des investisseurs. Tu vois, notre dernier immeuble, on avait un besoin de 600 000 euros en financement. En 8 minutes, l'immeuble a été intégralement financé. Et je me suis retrouvé avec 3000 personnes connectées en même temps sur ma plateforme à vouloir investir, avec beaucoup de frustrés qui n'ont pas pu rentrer dans le financement de cet immeuble. J'en fais partie, parce que pour la petite histoire, avant de préparer cette émission, je me suis dit, je vais participer, je vais m'inscrire, je vais aller sur le site, créer mon KYC, etc., créer mon compte, et pour justement participer à cette opération, pour voir vraiment ce parcours utilisateur. Et je fais partie des frustrés qui sont arrivés un petit peu tard, vu le succès de l'opération, et donc voilà. Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'acheter sur le marché secondaire? En fait, dans le parcours de vie d'un immeuble, nous, quand on a trouvé une super opportunité, on signe un compromis de vente avec le vendeur de l'immeuble. Donc, on est sûr que l'immeuble nous est réservé. Et à ce moment-là, entre le moment où on a signé le compromis de vente et l'acte authentique où on achète définitivement l'immeuble, tu vois, il y a toujours un délai de 3 mois, voire 4 mois quand les notaires sont pas très réactifs. Pendant ce délai-là, moi, je dois récupérer l'argent des investisseurs et l'argent de la banque. Donc toi, comme on a vu que les immeubles partaient très vite, tu vas avoir une période de carence d'environ 3 mois, 3 à 4 mois, pendant laquelle ton argent ne produit pas d'intérêt. Donc tu vois, ça c'est quand même un petit inconvénient quand tu rentres dans l'immeuble.
Et donc, toi, tu vas avoir envie, à partir du moment où tu revends ta brique sur le marché secondaire, bah, tu te dis, bah, j'ai pas touché d'argent pendant 4 mois parce que je suis rentré en primeur dans l'immeuble, je vais revendre quand même ma brique un peu plus cher que ce que je l'ai payé. Donc, forcément, quand tu arrives sur le marché secondaire, la brique est plus chère qu'initialement. Euh, mais quand on part sur des rendements qui sont de 12% à l'année sur une acquisition sur le marché primaire, bon, ben, même si tu passes par le marché secondaire et que tu n'es qu'à 8% de rendement à l'année, il faut toujours le ramener à ce que tu aurais gagné si tu avais laissé ton argent sur ton livret A. Hein. On est à peu près à 0,5% de rendement à l'année, donc tu es déjà 16 fois sur les taux du livret A. Ça peut intéresser certaines personnes qui justement n'ont pas envie de rentrer dans cette guéguerre de je dois être présent sur la plateforme, les immeubles se financent très rapidement et si je suis pas là, je peux rien acheter. Et en plus, quand tu achètes sur le marché secondaire, l'immeuble est déjà financé, donc tu sais que le mois suivant, tu touches déjà tes premiers loyers, donc ça va bien plus vite le retour sur investissement. Exactement. Et la part de risque, quand bien même il y en a peu au démarrage, elle est encore réduite à ce moment-là, sachant que l'immeuble tourne déjà, a été pris en main, la gestion locative, etc., etc. Donc, en effet, cette petite décote se justifie par tout ce que tu dis. Par rapport à ce que tu évoques justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre en termes de rentabilité? Là, je vois donc sur ton site internet qui, il faut le dire, est très très bien fait, très intuitif. Le dernier projet que là, vous avez financé, l'immeuble Joffre Rudel par exemple, tu affiches un taux de rentabilité à 12%, 12,04, et un revenu reversé à 6,54. Si j'investis dessus, à quoi je dois m'attendre en termes de revenus? Alors, la différence de taux, en fait, tu as deux taux. Tu as un taux de rendement à l'année et tu as un taux de revenu reversé. Bah, ça, c'est ce que j'expliquais juste avant, c'est-à-dire que tu vas avoir en moyenne, là, on est sur un immeuble, en plus, c'est parfait, là, on est sur un immeuble à 12% de rendement à l'année et on te dit que tu n'as que 6% de revenus reversés. Bah, ce qui se passe, c'est que sur toute la partie qui est payée cash avec l'argent des investisseurs, les loyers, on peut te les reverser directement parce que sur ces 50% d'immeubles, il n'y a pas d'échéance de prêt à rembourser. Donc en fait, une fois que j'ai collecté les loyers, que j'ai déduit toutes les taxes et les provisions sur frais divers, bon ben je te reverse 6% à l'année. D'accord. Donc par rapport à tes 1000 euros investis, de manière mensuelle, je vais te reverser une fraction des loyers, mais annualisé, ça fait 6%. Donc tu vas sur 1000 euros investis, là tu gagnes 60 euros Mhm. qui te sont reversés dans ton portefeuille. Donc, tu as la possibilité soit de les réinvestir sur un nouvel immeuble, soit de les ressortir tout de suite sur ton compte en banque. Pour la seconde moitié de l'immeuble, où j'ai des remboursements de crédit à faire, je ne peux pas te rendre de l'argent parce que ça vient payer un crédit immobilier. Mais par contre, ça fait, comme on l'a déjà dit, augmenter le prix de ta brique. Donc ta brique qui initialement valait 10 euros, bah à la fin de l'année, elle a pris 6%. Elle vaut maintenant 10,60 euros. Et cette partie d'épargne liée à l'augmentation du prix de ta brique, tu ne la touches que le jour où tu décides de vendre ta brique. Donc si tu revends ta brique au bout de 12 mois, tu les touches tout de suite. Si par contre tu décides de conserver ta brique pendant 5 ans, tu vas avoir 6% x 5, donc 30% d'épargne. Donc ta brique qui valait initialement 10 euros, cette fois-ci elle en vaut 13 au bout de 5 ans. Et tu les touches le jour où tu revends ta brique. D'accord, très bien. Oui. Donc c'est vraiment ce qui fait, on a un rendement global, mais par contre, tu en as une partie qui est liquide tout de suite et une partie sous forme d'épargne. D'accord, très bien. Bah écoute, très intéressant tout ça. Moi, j'y vois vraiment beaucoup d'avantages. On n'a pas reparlé de ta deuxième question précédente qui était les, les impôts. Est-ce qu'on va avoir un retour de bâton là-dessus? Exactement, en termes de juridique, de fiscalité, etc. Ouais, alors en termes de fiscalité, si tu veux, ça existe déjà les modèles euh, où justement tu n'as pas ces droits de mutation et tu n'as pas ces frais de notaire. Si tu investis dans ce qu'on appelle des foncières, donc qu'est-ce qu'une foncière? Une foncière, c'est une société dont l'objet social est d'acheter des immeubles pour les détenir sur du long terme via de la location. Donc des foncières cotées en bourse, tu en as déjà. Et quand tu décides d'acheter et de revendre des actions, tu vois, tu n'as pas la fiscalité dont on parle des 5%. Donc ce modèle très financier de l'investissement immobilier existe déjà. Par contre, sur ces
sur cette typologie de société, tu as quand même quelques contraintes. Par exemple, tu n'as pas le droit, je crois, de détenir ça dans des PEA. Qui justement t'exonérerait de plus-value si tu réinvestis. Donc tu vois, tu as quand même quelques subtilités pour pas multiplier les avantages fiscaux, ce qui fait que tu vois, aujourd'hui, j'ai pas trop de crainte sur le fait que notre modèle, en tout cas notre modèle est viable, notre modèle est validé par la Banque de France et par l'ORIAS, on a tous les agréments nécessaires. Et après, si un jour, tu as l'État français qui vient me voir et qui dit OK, mais en fait, vous êtes en train d'échanger des bouts de propriété 10 000 fois dans la journée, il n'y a pas de taxation liée à ça, et qu'on commence à embêter le fisc français par rapport à ces frottements fiscaux, et que tu vois, ils décident de faire une loi BRICS au même titre que tu as eu les lois Airbnb, les lois Uber et compagnie. Et je me dis, bah, génial, on a gagné. On est tellement gros, on embête tellement le système fiscal français, ils y voient tellement un détournement du système pour passer des transactions immobilières qu'en fait, on a gagné le game dans le sens où BRICS est devenu tellement gros, tellement important que ça crée une épine dans le pied de l'État français. Donc voilà, et après, on est une start-up, on est flexible, on y verra si par exemple l'État français commence à me dire bah, sur chaque transaction sur votre marketplace, il faut que vous mettiez un frais de 5%. On verra comment on fait pour s'adapter au mieux, pour essayer d'améliorer le modèle. C'est sûr que si j'ai 5% côté acquéreur de taxes à reverser à l'État français, de fait, ça rend le modèle un peu moins liquide, parce que ça va obliger les gens à se dire, bon, ben, là, je pouvais faire des allers-retours sur 6 mois, acheter de l'immobilier, le revendre assez rapidement, donc des allers-retours comme sur un marché boursier. Là, si j'ai 5% supplémentaires de taxes que je dois payer à l'État, je vais rester investi un peu plus longtemps. Et la détention des BRICS va augmenter, tu vois. Les gens, ils vont se dire, bon, ben, je sais que si j'achète des BRICS, il faut que je les détienne 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps d'amortir ces 5% de frais à l'entrée. Ouais, bien sûr, comme une acquisition classique avec voilà, les frais de notaire de 7-8% dans l'ancien, Ouais. ou voilà, de facto, en ce sens, les anciens disaient bah, c'est intéressant de revendre au bout de 6-7 ans, c'est notamment par rapport à ça. Très intéressant, donc de la flexibilité, de la liquidité, on bénéficie de l'emprunt bancaire, en quelque sorte, la banque, bah, c'est vous, de l'accessibilité à partir de petits montants. J'y vois beaucoup, beaucoup d'avantages. Potentiellement, quelqu'un qui souhaiterait investir et prendre l'ensemble des briques, il pourrait le faire. Alors ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu vois, notre vision, c'est quand même de démocratiser l'investissement immobilier au plus grand nombre. Et moi, ma volonté, c'est de permettre à des personnes qui sont exclues du crédit immobilier de pouvoir investir. Donc, si aujourd'hui, tu vois, réglementairement, moi, une personne sur ma plateforme, elle est limitée à 2,5 millions à l'année. 2 500 000 euros, c'est beaucoup. Si j'avais une personne comme ça qui met 2 500 000 euros et qui dit bah, j'achète les 5 premiers immeubles, ça tue vraiment la vision et notre mission première. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a limité à 5%, 5% de détention d'un immeuble par personne. Donc, toi, Ismaël, tu peux pas acheter plus de 5% d'un immeuble. Donc, D'accord. Ouais. il y a deux choses. C'est que d'un, c'est ouvert à plus de personnes comme ça. Et de deux, ça t'oblige à diversifier. Ce que je veux surtout, c'est que si tu as 10 000 euros, je veux surtout pas que tu les mettes sur un seul et même immeuble. Je veux que tu te dises, je vais les répartir sur 10 immeubles différents. Donc, pousser au maximum à la diversification. Et le deuxième point, c'est que je me dis, bah, si tu as 2,5 millions, Ismaël, t'es pas dans le besoin, va investir de ton côté. Tu vois, tu n'as peut-être rien à faire sur ma plateforme. Donc c'est une des raisons pour laquelle on va mettre des limites. Là, il y a déjà une limite à 5% et tu vois, face finalement au financement très très rapide du dernier immeuble, on se dit, bah, est-ce qu'il ne faudrait pas encore réduire cette limite et la passer à 2 ou 3%. Après, il faut trouver le juste équilibre pour que bah, ceux qui ont 50 000 euros à investir puissent le faire quand même de manière aisée et ceux qui ont que 100 euros bah, puissent quand même rentrer dans les immeubles et qu'il y ait de la place pour tout le monde. En effet. Quelle est ta vision du marché de l'immobilier? Parce que là, donc, on se projette avec un prix de la BRICS qui augmente en fonction de l'endettement qui diminue d'une part, et deuxièmement, en fonction de l'évolution du marché. Depuis quelques années, le marché immobilier est quand même très très bien orienté. Dernièrement, en province, très très fortement.
mais on voit par exemple en ce moment un petit ralentissement sur Paris. Est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle immobilière? Qu'est-ce qu'il arrive si le marché perd 20, 30, 40% dans les 5 prochaines années? Comment se prémunir un petit peu de tout ça? Quelle est ta vision un petit peu sur tout ça? Et deuxième question qui fait un peu le parallèle, les différents biens là que j'ai pu voir sur le site sont sur Montpellier, dont là où tu es originaire. Est-ce que tu as une volonté de faire autre chose en France et peut-être en Europe? Ok, ouais. Alors, concernant les prix, bon, j'ai pas de boule de cristal, mais tu vois, j'ai quand même une opinion personnelle. Ça fait pas longtemps que les prix sont orientés à la hausse, et ce qui me rassure, c'est que les prix sont pas orientés à la hausse partout. Donc, t'es pas à force. T'as des moyennes qui sont assez dingues, tu vois, sur la crise Covid. L'immobilier en France a pris quasi 10% en moyenne sur toute la France. Mais c'est pas réparti de manière égale entre les régions. Sur la Bretagne, tu as eu plus 24% et tu as d'autres régions qui ont même perdu de la valeur, hein. Et, et là-dessus, c'est pas depuis longtemps, tu vois, en 2017, on n'avait pas du tout ce rush sur l'immobilier. Euh, on a vraiment vu ça arriver juste avant Covid parce que tu as eu des taux d'intérêt qui ont atteint leur plus bas. Et ce qui s'est passé surtout pendant le Covid, c'est que bah, tu as un phénomène où les gens se sont dit bah, on sera quand même mieux à la campagne avec un petit bout de jardin. Donc les gens sont allés vers ces biens-là. Et de l'autre côté, comme tu étais confiné, que tu n'avais plus du tout de perspective sur quels allaient être tes projets futurs, le nombre d'offres, l'offre s'est vraiment raréfiée, tu vois. Donc, ce qui fait que quand tu te retrouvais avec un marché qui allait être assez équilibré entre une offre et une demande qui arrivait à se retrouver, là aujourd'hui, plus personne ne veut revendre sa résidence principale parce que tu sais pas si tu vas retrouver mieux par la suite à prix égal. Donc quand tu regardes une ville où avant Covid, bah, tu allais avoir 1000 offres de maisons par mois, là aujourd'hui tu te retrouves avec 200 offres de maisons qui sont postées, et forcément bah, ça te crée une escalade des prix qui fait que mécaniquement tes prix augmentent parce que plus personne ne veut vendre. Ça, c'est un premier point qui fait monter un peu artificiellement le marché parce que tu as une dichotomie entre l'offre et la demande. Et deuxièmement, bah, ce qui va continuer d'accélérer les prix, c'est l'inflation. Donc là, c'est le meilleur moment pour investir encore. Tes taux sont bas. Les États-Unis viennent d'annoncer 6% d'inflation sur l'année 2021, ce qui est dingue. On n'avait jamais vu ça. Nous, en tout cas, notre génération, on n'avait jamais vu ça. Ça, c'était plutôt génération de nos parents. La France, on est dans du très politique où ils t'annoncent qu'on va faire que 2% d'inflation. Mais parce qu'on est juste avant les élections politiques, tu vas voir qu'après élections politiques, tout le monde va te dire ah ben en fait on va pas prendre 2%, on va prendre 4 ou 5% comme tous les autres pays européens l'ont annoncé. Exactement, moi je partage tes points de vue, hein. Je te posais la question pour vraiment avoir ta vision, mais je partage tes points de vue et notamment sur l'inflation avec la quantité astronomique de monnaie qui a été injectée, que ce soit de la part des États-Unis ou des différentes banques centrales européennes. Et l'inflation, quand bien même elle est tentée d'être régulée, ce qui est certainement une très bonne chose par les politiques qui nous gouvernent, se traduit aujourd'hui par des prix qui restent stagnants pour, par exemple, les produits de première nécessité au supermarché, le paquet de pâtes, etc., etc. Ceci dit, sur tous les actifs qu'on peut voir, que ce soit les actifs financiers sur la bourse, l'immobilier, voire même les crypto-monnaies, on voit par contre une augmentation qui commence à être bien présente et qui va très certainement se poursuivre dans les mois et dans les mois futurs, c'est sûr et certain. Ouais, d'autant plus que tous les matériaux de construction ont pris 20% pendant 20 à 30% pendant la crise Covid. Donc le coût de la construction d'une nouvelle maison a sensiblement augmenté. Donc moi, mon idée, c'est vraiment de penser que là, on est un peu dans le rush qui s'était passé dans les années 2000, où en l'espace de 5 ans, tu as tout l'immobilier qui a doublé de valeur. Tu vois, si tu regardes les courbes, c'est assez impressionnant. Après, on a stagné pendant 15 ans, mais tu as eu ce doublement de valeur. Et là, je pense qu'on se retrouve dans ce cas-là, où moi, les immeubles que j'achète 500 000 euros, on se dira, bah, en fait, on les avait vraiment pas payés cher parce que 5 ans, 10 ans plus tard, ils ont pris 100% de valeur. Et là-dessus, je perds mon raisonnement. On était sur l'inflation avec justement ta vision sur l'état du marché.
qu'est-ce qu'il advient de notre brique si le marché s'effondre un petit peu, et comment tu voyais un petit peu l'avenir par rapport à ça sur l'état du marché. Et deuxième question, c'était de voir sur la diversification. Aujourd'hui, tu es implanté donc avec des propositions de biens, d'immeubles sur Montpellier. Est-ce que tu as l'ambition de diversifier d'un point de vue géographique? Ouais, exactement. Bah, tu vois, c'est sur ta deuxième question que je voulais rebondir là. Qu'est-ce qui advient si on a un crash de marché? Bon, ça s'est jamais beaucoup vu, hein, ça s'est jamais trop vu en France, un gros crash comme tu peux avoir aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a vraiment de la volatilité importante, même sur l'immobilier, où une année tu vas prendre plus 30%, l'année suivante tu perds 15%. Tu vois, quand nous, les prix de l'immobilier ont fait plus 10% en moyenne sur la France, sur les 12 derniers mois, aux États-Unis, ils ont fait plus 24%. Donc, tu vois que cette volatilité est quand même à son paroxysme chez eux. Moi, avec Brix, j'adorerais qu'il y ait un crash immobilier. Parce que on n'est pas sur du court terme. Et tu vois, je pourrais revenir sur le modèle économique de Brix derrière, mais nous, la volonté, c'est pas de se dire on est des marchands de biens, on achète des biens, on les revend dans quelques années. On est là pour les garder pendant 10-20 ans et se dire on va les refaire financer, mais on les garde en portefeuille. Donc, euh, moi, un crash immobilier, c'est génial parce que ça me fait des points bas d'entrée, tu vois, ça va me faire des points d'entrée où je vais pouvoir acheter des immeubles à pas cher en me disant, bah, de toute manière, c'est toujours, on a besoin d'immeubles pour se loger. Euh, il y aura toujours des gens qui chercheront à avoir des appartements. Donc très bien, si je peux acheter de l'immobilier à moins 20% parce que le marché est un peu moins en frénésie, bah, ça sera l'opportunité de faire des bons deals. Par contre, comme on réactualise le prix de la brique, bon, bah, ceux qui ont investi dans des immeubles verront peut-être leur brique se décoter un peu, mais là-dessus, l'immobilier, pour moi, même si tu as un crash, ça va être du très ponctuel et tu peux te dire que dans les 3 années qui suivent, ça va repartir à la hausse et ça va remonter. Il y a les deux visions, soit le marché descend et à ce moment-là, la rentabilité augmente parce que les loyers restent plutôt stables, donc à la hausse ou à la baisse. Les loyers, même en crash, ils bougent pas. Exactement, soit la valeur du patrimoine augmente et là on a une valorisation de l'actif qui est supérieure, ou soit il descend et on a un rendement supérieur. Et sur la solution que tu proposes, c'est sûr, si on investit sur plusieurs biens, plusieurs briques et dans le temps, un petit peu à l'image de l'approche TCA en bourse, on lisse la volatilité et quand bien même ça soit un peu orienté à la hausse ou à la baisse, on le lisse et on diminue le risque d'une certaine façon aussi. Ouais. Ouais, exactement. Si tu as une approche DCA, non, DCA, c'est discounted. Dollar cost average. Ah oui, dollar cost average. Si tu as cette approche DCA, bah, tu te dis, bah, je rentre sur un point bas et génial, ça me permet de lisser mon coût d'acquisition et d'augmenter mon rendement. Et ce que tu as sur un gouvernement où finalement on aide, tu vois, il y a beaucoup d'aide sociale, c'est que tes loyers, ils peuvent pas baisser parce que sur beaucoup d'appartements, tu te retrouves avec des minimums sociaux et des prix plafonnés en termes de loyer qui font que ton rendement, tu l'auras toujours sur du locatif. Concernant ta question sur les biens immobiliers qui vont arriver sur la plateforme, aujourd'hui on est basé à Montpellier. Donc forcément, la facilité pour nous, ça a été de se dire, on va regarder des biens immobiliers autour de Montpellier, euh, dans la mesure en plus où, pour trouver des bonnes opportunités, il faut être particulièrement réactif. Quand on a un immeuble intéressant qui sort sur la région, tu dois être le premier à le visiter, le premier à faire une offre, parce que s'il est au prix avec un bon rendement, tu sais qu'il va se vendre dans les 2-3 heures après son annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Donc cette réactivité, elle est plus simple à avoir quand tu rayonnes autour d'une zone. Donc on a commencé autour de Montpellier, on s'étend à travers la France. Euh, Là, on a financé un immeuble dans le nord de la France, dans le 59. On doit en financer un du côté de Bordeaux. Il y en a 3 à Mantes-la-Ville qui arrivent donc en région parisienne. Euh, et tu as vraiment une volonté de notre part de se diversifier à travers la France pour 2 raisons. Parce que ça permet, nous, d'élargir notre champ de recherche et d'avoir plus d'offres à proposer. Et deuxièmement, ça rassure pas mal de personnes qui ne connaissent pas Montpellier et ses environs et qui vont être rassurées de se dire, bon ben voilà, je suis parisien, je connais bien la région parisienne. Ok, Mantes-la-Ville, je vois où ça se situe.
Et donc, je crois au potentiel de prise de valeur d'une ville comme Mantes. Et donc, tu vas toucher mécaniquement plus de personnes parce que il y a ce côté très passionnel où si tu connais un peu la zone dans laquelle tu investis, tu es plus enclin à investir. Et enfin, pour 2022, il y a aussi la volonté de se développer à l'étranger, notamment en Europe. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et qui me disent, ah j'adorerais investir en Espagne, j'adorerais investir au Portugal. Tu as le côté exotique de la chose et tu as aussi la possibilité de faire des bons rendements parce que dans certaines villes, tu as des incohérences des incohérences marché où tu sais pas pourquoi, tu as une ville qui est particulièrement basse en termes de prix au mètre carré et tu as des rattrapages qui s'effectuent parce que tu as un rush des investisseurs sur certaines villes. On a pu le voir dernièrement au Portugal ou alors dans certains pays de l'Est dernièrement Exactement. où il y a certaines villes qui ont fait des pumps. Le meilleur exemple que j'ai, c'est Berlin. Berlin, il y a 6 ans, tout le monde disait il faut courir à Berlin parce qu'on est à 2000 € du prix au mètre carré, alors que la ville est juste exceptionnelle, tu vois, c'est dynamique, c'est jeune, c'est quand même la capitale de l'Allemagne, premier pays en termes d'économie. Donc tu étais à 2000 € à l'époque à Berlin, donc on était en 2015-2016. À Paris, tu étais à 8005 en moyenne. Paris a continué d'augmenter, donc tu vois, Paris a pris 10% tous les ans, Berlin a pris 50%, parce que tu es à 6000 € maintenant du prix au mètre carré à Berlin, donc tu as fait x3 en l'espace de 6 ans. Euh, et toi, en tant que particulier français, t'entends ça, tu te dis, bah ouais, cool, ma conviction, c'est qu'en effet, il faut investir à Berlin, mais comment je fais? J'ai aucune banque qui va me prêter de l'argent. Euh, je connais pas les process d'acquisition d'un immeuble ou d'une maison ou d'un appartement à Berlin. Euh, c'est juste, ok, je suis convaincu que ça va prendre de la valeur. Ouais, c'est possible, mais ça reste réservé à des initiés, des personnes qui ont le temps de s'intéresser sur toutes les formalités juridiques, etc., connaissance du marché, et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc vous avez cette ambition, du coup, de vous développer et pour proposer ce type de produit également. Ouais. Il y a cette ambition, voilà, de te permettre, pour un tout petit ticket, sur le même principe, hein, de pouvoir acheter des briques dans un immeuble partout à travers le monde. D'accord, vous souhaitez vous développer avec la croissance naturelle de la boîte ou vous souhaitez peut-être passer par un système potentiellement d'une levée de fonds, quelque chose comme ça? C'est une bonne question, tu vois, j'ai été en réflexion là-dessus, pas assez longtemps, mais tu vois, j'ai bien réfléchi. En fait, notre modèle, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, dans le sens où la technologie, elle est pas, tu vois, t'as pas des barrières technologiques derrière. Donc, il va y avoir beaucoup d'acteurs sur notre marché qui vont se développer. Et ta principale barrière, c'est ta capacité à avoir une offre de biens importante sur ta plateforme. Un peu au même titre qu'un Netflix qui a réussi à constituer sa barrière à l'entrée par son catalogue de vidéos, parce que maintenant tu te dis, euh, premièrement, je vais pas multiplier les coûts d'abonnement sur 10 plateformes différentes et Netflix a une telle variété d'offres que finalement j'y trouverai bien mon compte. C'est comme ça que Netflix a construit sa barrière à l'entrée et pour avoir cette capacité d'exécution, ça passe quand même par des capitaux importants et donc c'est la raison pour laquelle là sur 2022, en effet, on veut passer par une levée de fonds pour pouvoir accélérer plus massivement, notamment sur le recrutement d'équipes. Euh, et ça nous permettra de partir à l'international, ce qu'on n'aurait pas forcément fait en 2022 si on ne levait pas des fonds aujourd'hui. D'accord, bah écoute, ça sera avec grand plaisir de te faire revenir sur le podcast à l'occasion de ta levée de fonds, si tu souhaites lever des fonds auprès de particuliers, peut-être de tes clients, ou alors si c'est pas le cas, bah, tu passeras peut-être exclusivement par des institutionnels. Mais si c'est le cas, ça sera un grand plaisir d'échanger là-dessus et de, pourquoi pas même à titre perso, participer, parce que je crois énormément en ta boîte, hein, Cédric. Très intéressant. Ouais, en effet, on en avait déjà discuté. Je vais essayer d'organiser ça avec des particuliers, avec une levée de fonds hein, sur du financement participatif, parce que euh, je pars du principe que tu vois, les personnes, les particuliers qui investiraient dans Brix vont finalement être les meilleurs ambassadeurs que je puisse avoir, parce que si tu es au capital de la boîte, finalement, t'as envie d'en parler, tu as envie d'évangéliser le concept, et donc ça peut avoir du sens de faire rentrer ceux qui connaissent déjà Brix, qui l'utilisent déjà au quotidien, pour disperser le message. Quel est ton avis sur la technologie de la blockchain?
Penses-tu utiliser cette technologie à terme par rapport aux différents services que tu proposes? C'est quoi ta vision là-dessus? Ça reprend la question du début, là. Tu m'avais posé une question par rapport à mes concurrents qui étaient sur la blockchain. Il y a eu beaucoup de projets aux États-Unis qui sont basés sur la blockchain, euh, donc très marketing pour dire, bah, voilà, c'est complètement décentralisé, vous pouvez facilement échanger vos tokens. Moi, j'essaye de toucher les masses, donc j'essaye de toucher le plus de personnes potentielles et de 18 à 98 ans. J'ai quand même certains investisseurs, tu vois, qui ont un certain âge. J'ai certains investisseurs qui ont plus de 70 ans sur mon site internet. Si je leur explique qu'il faut qu'ils se créent un portefeuille crypto-monnaie pour investir et que je vais leur reverser des loyers sur de la crypto-monnaie, qu'après ils vont devoir la convertir en euros, je perds pas mal de personnes. Donc moi, la blockchain, je le vois plus comme un moyen de sécurisation, Mhm. un moyen de sécuriser le registre de titres de mes immeubles, donc qui possède quelle brique à quel moment et avoir tout un historique. Ce qui est bien au niveau de la blockchain, c'est que l'historique des transactions ne peut pas être modifié. Comme tu as cette information-là qui est décentralisée et qui va se retrouver sur des ordinateurs aux quatre coins du monde, bon, bah, tu peux pas revenir dessus. C'est pas le cas ça quand tu as une base de données privée, parce que la base de données privée, bon bah si tu as un petit hacker un petit génie de l'informatique qui arrive à te pirater tes systèmes, même si tu as fait des sauvegardes dans tous les sens, potentiellement tu vas pouvoir justement repasser sur tes précédentes transactions et les effacer, les modifier, les changer, faire ce que tu veux. Ce qui est pas le cas avec de la blockchain. Donc c'est plutôt un moyen de sécurisation pour rassurer sur notre capacité à avoir un modèle ultra fiable, plus qu'un outil marketing. D'accord, ouais. Tu penses qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas encore assez intuitif, assez abouti pour pouvoir être mis à disposition de chacun, et ça peut se comprendre, hein. S'il faut ouvrir un compte MetaMask ou avoir une clé Ledger ou avoir un compte, etc., et faire les transactions, passer par soit la blockchain Ethereum ou alors la Binance Smart Chain, et d'expliquer un petit peu tout ça à un certain public, ça peut être un peu compliqué, en effet, ouais. Ouais, et ce que je veux pas aussi, tu vois, ça a des vertus, hein, la tokenisation, mais ce que je veux pas non plus, c'est que parce que tu as un token, tu peux aller l'échanger sur n'importe quelle place de marché, donc n'importe quel exchange. Pourquoi? Parce que tu vois, ça a pas de sens d'aller revendre des bricks au milieu de d'autres tokens qui parlent d'art ou qui parlent de choses qui n'ont rien à voir. Sinon, tu pars dans quelque chose qui est très très financier. Et ce que j'ai vu chez d'autres concurrents américains, c'est que finalement, tu te retrouves uniquement avec l'offre et la demande qui font le prix de ton token. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui a 5% de l'immeuble et qui peut aller revendre ces 5% n'importe où, bah, finalement, s'il veut les revendre rapidement, il va les brader. Et donc, c'est la nouvelle valeur de mon token. Donc, parce que cette personne avait acheté des briques 20 euros et qu'elle décide de les brader à 15 euros, bon, bah, maintenant, le nouveau prix de la brique, il est de 15 euros. Non, ça, c'est quelque chose que je veux pas parce que ton prix de l'immeuble, physiquement, dans la rue, là, il a pas bougé. Donc, c'est pour ça que, en ayant une blockchain qui soit privée, tu obliges les gens à revendre leurs briques uniquement sur ta place de marché, donc sur notre plateforme. Et toi, ça te permet de garder ton prix conseillé et de l'afficher à tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde sache que sur l'immeuble Joffre Rudel, le prix de la brique, il est de 47 euros. Et c'est pas parce que tu as besoin de liquidité rapidement que tu vas me faire passer le prix de la brique à 30 euros. L'immeuble, il n'a pas bougé, il vaut toujours le même prix. Donc, euh, donc cette décentralisation, elle peut avoir du bon, mais elle peut avoir aussi du moins bon. Et en tout cas, par rapport au modèle qu'on essaye de développer, c'est bien en termes de sécurisation des transactions, mais par contre, je préfère qu'on garde la main et que les transactions continuent de passer uniquement par notre plateforme. Ah ouais, très bien. Est-ce que tu conseillerais quand même aux auditeurs qui nous écoutent, euh, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou à un stade même plus avancé, quand même de continuer à potentiellement faire de l'immobilier locatif en direct? Ouais, bah d'ailleurs, moi, c'est ce que je conseille à tout le monde, hein. Je suis pas là. Tu vois, des fois, on me pose la question, est-ce que je dois acheter en direct ou est-ce que je dois passer par Brix pour investir? Tout dépend de ce que tu recherches, en fait. Si tu recherches la simplicité,
c'est-à-dire ne pas avoir à gérer ton investissement, ne pas avoir à gérer ta relation avec les locataires parce que tu as un métier prenant et tu veux pas te rajouter de la charge mentale, parce que tu penses que ça va être compliqué, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux que tu passes par Brix parce qu'on a une solution clé en main. Si par contre, ça te pose pas de problème de t'occuper de tout ça et tout ce que tu recherches, c'est le rendement, euh, dans ce cas-là, si le banquier il est prêt à te prêter de l'argent, fais-le en direct parce qu'en termes de rendement, moi je mets 50% de dette bancaire sur mes investissements. Si tu es capable, toi, d'avoir 100% de dette bancaire, ton rendement, on comprend assez vite il sera plus intéressant pour le faire en direct. Et si tu arrives même à mettre 110%, c'est-à-dire à te faire financer tes frais de notaire, bon, bah, dans ce cas-là, pour 0 € investi, même en achetant un petit appartement à 50-60 000 euros, tu vas réussir à générer une épargne de 2500, 3000 euros à l'année. Tu vois, tu as mis 0 € sur la table. Tout est payé par le banquier. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. Ton rendement, il sera 1000 fois supérieur vu que tu n'as pas mis de fonds propres sur la table. Donc dans ces cas-là, fais en direct et le jour où tu en as fait un, deux comme ça en direct et que tu vois soit que ça devient très compliqué en termes de gestion, soit que ça devient compliqué parce que le banquier il veut plus te financer les acquisitions suivantes et que tu es au taquet de ton endettement, bah tu viendras investir chez Brix à ce moment-là. Ouais. Ouais, bien sûr. Et puis, c'est pas incompatible de faire les deux en même temps. Comme tu le disais tout à l'heure, ça rentre pas dans le taux d'endettement. Donc, on peut investir 100, 200, 1000, 2000 euros et en même temps faire un projet à côté. Euh, sur ta plateforme, sur le site, je vois donc que tu as en effet les différentes propriétés avec les différents rendements qui sont annoncés, etc. Tu vas bientôt avoir cette marketplace. Et tu as également, on voit une offre parrainage. Pour les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune qui souhaiteraient investir à travers Brix, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Ouais, on a une offre parrainage, donc avec un code promotionnel mis en place par la bonne fortune. Donc l'offre parrainage de base, elle permet aux parrains et aux filleuls de bénéficier d'1% de bonus sur ces investissements qui va être crédité pendant tes 3 premiers mois d'investissement. Donc en fait, à la suite de ton inscription, tu as 3 mois pendant lesquels, si tu investis 1000 euros, bon, ben, on va te redonner 1%, 1000 euros ou peu importe la somme, hein, on te redonne 1% pour le parrain et 1% pour le filleul de bonus. Donc là, il y a une offre mise en place spécialement avec la bonne fortune. Donc, si la personne qui s'inscrit rentre le code LBF, donc la bonne fortune LBF en majuscule, elle va bénéficier de ces 1% en tant que filleule. Et ensuite, une fois qu'elle a créé son compte, si elle veut faire profiter ses amis, sa famille et ses connaissances, elle aura elle-même accès à son propre lien de parrainage où elle pourra s'en servir pour en parler autour d'elle. Mais en tout cas, ouais, pour son inscription, si elle rentre le code LBF, il y aura 1%, ce qui peut paraître peu, mais comme je l'ai déjà dit, ça représente quand même 2 fois le taux du livret A, donc c'est pas négligeable. Exactement, ouais, un petit cadeau à l'entrée. Quand on voit par exemple sur le dernier projet, on est à 6% de rendement. Et là, si on a 1% des sommes mises en cadeau pour investir, c'est toujours intéressant. Tu as 12% de rendement sur le dernier projet. À 12%, mais avec 6% de revenus reversés. Revenu vers reversé, ouais. Ouais, exactement. Pour être complet, parce qu'on a évoqué toutes ces solutions, donc encore une fois, l'accessibilité, la diversité, etc., bénéficier de l'effet bancaire, tout ça, c'est presque même magique, j'ai envie de dire. Comment tu te rémunères? Parce que j'imagine qu'in fine, tu retombes sur tes pattes. Quel est un petit peu ton business model? Quels sont tes frais? J'imagine, j'ai pu voir hein, sur le site, hein, il y a une transparence qui est affichée. Comment ça se passe de votre côté? Ouais, nous, on va prendre un frais sur l'entrée de l'immeuble sur notre plateforme, donc c'est un frais de 10%. Et on prend un frais de gestion, donc comme une agence immobilière qui est de 1% par an sur la valeur de l'immeuble. En fait, c'est complètement neutre pour l'investisseur parce que quand je t'annonce que tu vas gagner du 12% de rendement à l'année, c'est déjà net de frais. Donc mes frais sont déjà compris là-dedans. Et donc comment on organise ça? Bah, tu vois, l'immeuble dont on parlait tout à l'heure, quand j'annonce un immeuble à 200 000 euros, c'est un immeuble
qui coûtait 180 000 euros à l'acquisition, auquel j'ai rajouté mes 18 000 euros de commission. Euh, et donc, je vais te le présenter dans ce cas-là à 198 000 euros. Donc, quand il arrive sur ma plateforme, l'immeuble fait déjà 198 000 euros et tout le rendement qu'on te propose, les 12% de rendement, sont sur base d'un immeuble à 198 000 euros. Tu vois, au même titre qu'un agent immobilier, quand tu achètes ta maison ou quand tu achètes ton appartement, bon, bah, ta maison elle vaut 300 000 euros. Tu sais que dans ces 300 000 euros, tu as potentiellement 20 000 ou 30 000 euros de commission qui sont la commission de l'agent immobilier. Euh, et toi c'est neutre pour toi parce que c'est la commission, elle est côté vendeur. Donc là, c'est le même principe. Et idem pour la gestion. On va t'annoncer 6% de reversement de loyer à l'année. Bon, bah, ça tient déjà compte de notre commission. Donc, en tout cas, toi, si les taux de commission te vont, en tout cas, pardon, si les taux de rendement te vont, notre commission est déjà inclus là-dedans, donc tu n'as pas de mauvaise surprise. D'accord. Et tu vois, c'est ce que je voulais pas. Je voulais pas le modèle des SCPI. C'est ce que j'allais te dire. Il y a souvent des frais cachés. Il y a des frais à l'entrée qui sont exorbitants ou potentiellement assez élevés. À la sortie également, des frais de gestion entre deux, souvent qui sont un petit peu cachés dans le contrat. Que là, si je comprends bien, tu as une transparence totale et en plus un revenu ou un taux de rentabilité affiché qui tient en compte des frais annoncés. Que peut-être que les SCPI, c'est l'inverse. Ils t'annoncent un taux de rendement et en plus, il y a les frais à déduire. C'est exactement ça, ouais. Ils ont pas comme ils investissent dans l'immobilier commercial ou de bureaux et qu'ils doivent investir des montants très très importants. Tu vois, ils ont moins de capacité de négociation que moi et donc leurs rendements sont de base pas particulièrement élevés. Donc en moyenne sur de la SCPI, tu es à 5% à l'année. Et tu vois, les SCPI, elles auraient pu te dire la chose suivante, elles auraient pu faire comme Brix et te dire, bah, nous on a du 5% de rendement, on va pas te prendre de frais à l'entrée, mais par contre ton rendement il va pas être de 5 à l'année, il va être de 4,5. Ça aurait pu être le discours des SCPI. Non, les SCPI, elles préfèrent te dire la chose suivante. Elles te disent, nous, on va te rendre du 5% à l'année. Par contre, si tu investis 1000 euros, on t'en prend 100 euros, donc on te prend 10% direct de frais à l'entrée, et tu n'as plus que 900 euros pour investir. Et ça, c'est pas super smart comme façon de faire, parce que tu te retrouves avec 900 euros, et déjà, il te faut 2 ans pour récupérer 2 ans ou plus, tu vois, 2 à 3 ans, pour récupérer tes 100 euros de frais à l'entrée qu'on t'a pris grâce aux 5% de rendement qui t'annonce. Donc toi, ça t'oblige tout de suite à te dire, bon bah déjà, si je récupère mon argent avant ces 3 ans, je suis à perte. J'ai perdu plus d'argent que ce que j'en avais initialement placé. Euh, alors que le modèle inverse, qui est de te dire, ben, on aurait pu te rendre du 5%, mais on va te rendre que du 4,5% et on va se rémunérer sur ces 0,5 de commission. Je trouve ça assez intéressant parce que ça permet d'aligner les intérêts. Et toi, bah, tu te sens pas lésé. Tu te dis, bon, bah, même si je récupère mon argent au bout de 6 mois, je suis déjà en positif. Donc c'est des façons de faire qui divergent. Euh, et en tout cas, voilà, c'est une question d'alignement d'intérêt. Hormis l'immobilier, donc on a quand même, ça fait une bonne heure qu'on est ensemble. On est tous les deux convaincus du potentiel, en tout cas on a cette appétence sur l'immobilier. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs où tu investis toi personnellement et que tu pourrais éventuellement recommander peut-être à des personnes qui se lanceraient dans l'investissement ou qui souhaiteraient se diversifier? Quels sont toi tes coups de cœur? Qu'est-ce que tu fais à titre personnel? Est-ce que tu es sur d'autres marchés comme la bourse, comme les crypto-monnaies, comme de l'art, comme des métaux précieux, l'or, etc. Des choses un peu plus alternatives. Qu'est-ce que tu fais, Cédric? Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours privilégié. Alors, je suis pas investi sur beaucoup de classes d'actifs. J'ai toujours privilégié l'immobilier parce que l'immobilier, j'ai pu le faire en mettant de la dette. Donc, forcément, tu augmentes ton rendement. Donc, tant que le banquier me prêtait de l'argent, je préférais partir sur l'immobilier parce que tu arrives toujours à augmenter ta surface financière. La difficulté avec les autres classes d'actifs, c'est que tu n'investis que sur fonds propres. Euh, alors, si tu n'investis que sur fonds propres, c'est intéressant d'en répartir une petite partie à la condition que tu aies des gains en termes de rendement qui soient importants et de te dire, bon, ben, je suis investi sur l'immobilier, le risque est quasi égal à zéro, donc j'accepte sur une petite partie de capital de le mettre en bourse parce que potentiellement je vais faire des paris
et je vais espérer faire du plus 30, plus 40% à l'année sur cette partie d'argent-là. Donc j'ai une toute petite partie d'argent qui est investie en bourse, euh, mais c'est vraiment c'est anecdotique par rapport à la taille de mon investissement immobilier. Donc, mais après, je suis pas forcément le meilleur exemple là-dessus. Tu vois, j'ai pas une bonne répartition de portefeuille. Et surtout, j'ai un mindset très entrepreneurial, donc je me suis toujours dit, je préfère mettre la majorité de mon argent dans les boîtes que je crée, parce que je contrôle mon risque. Tu vois, je suis aux commandes, donc je sais ce qui s'y passe et je peux contrôler. Euh, et pour moi, bah, mettre de l'argent dans ma propre société, c'est aussi le meilleur rendement possible en termes de temps et en termes d'expérience. Tu vois, tu investis aussi dans une courbe d'expérience qui est intéressante. Euh, donc j'ai jamais été trop sur de l'investissement passif où juste j'investis et j'attends des rendements derrière. Ok, ok, ouais. Ouais, ouais. Tu investis dans ce sur quoi tu maîtrises, dans ce sur quoi tu connais, et avec cette partie entrepreneuriale, donc dans tes boîtes. Oui, oui, ça se comprend, et c'est un petit peu tout l'objet de cette émission de la bonne fortune et du programme d'accompagnement qu'on va bientôt proposer. C'est vraiment de donner différentes cartes en main avec différentes classes d'actifs qui sont proposées, avec leurs avantages, leurs inconvénients, et à chacun un petit peu d'en faire ce qu'il souhaite en fonction de ses appétences, en fonction du sens qu'il va en donner par rapport à ses investissements, etc. Et donc après, c'est plutôt intéressant justement de confronter les différentes visions, les différentes approches. Et je te remercie pour ton partage en toute transparence, Cédric. Ouais, bah, tu vois, si je peux rebondir là-dessus, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui se sont lancés et qui m'ont proposé d'investir dans leur boîte. Euh, Financièrement, à certains moments, j'aurais pu. Euh, Tu vois, je m'y suis toujours refusé parce que je me suis toujours dit, bah, en fait, je vais investir dans une boîte. Ok, potentiellement, il y a un super retour sur investissement parce que je crois au projet, etc. Mais à investir, je sais que je peux pas juste faire de l'investissement passif. Je vais m'y impliquer, ça va me demander du temps, ça va me demander du focus. Et donc tout ce focus-là, je préfère le consacrer à mes propres projets plutôt que d'aller aider quelqu'un parce que j'ai investi dans sa boîte. Donc voilà, c'était une démarche très personnelle et je pense qu'en vieillissant, tu vois, j'aurais peut-être euh, une ça va peut-être changer, tu vois, ma vision des choses changera à coup sûr, où là je me dirais, bon ben voilà, maintenant ma volonté c'est plus d'entreprendre, je vais essayer de prendre du temps pour moi, et dans ce cas-là ça me fera très plaisir d'investir dans des boîtes et de me dire, bon, j'y passe un peu de temps, mais c'est quand même minime par rapport à ce que j'ai pu faire par le passé sur mes propres projets. Euh, mais par contre, tu gardes un pied à l'étrier, à te dire, ah, bah, je suis toujours impliqué dans des stratégies, dans des réflexions entrepreneuriales, mais de manière détournée en investissant dans la boîte d'autres personnes. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Après, c'est en fonction forcément des envies et de l'appétence de chacun. Il y en a qui, comme toi, sont ultra actifs et veulent vraiment être le nez ou, enfin voilà, travailler sur les différents projets. Et il y en a d'autres qui, pour X raisons, souhaitent plutôt être vraiment très très passifs, soit par manque de temps, soit parce qu'ils travaillent sur d'autres projets et souhaitent quand même malgré tout investir peut-être dans l'économie réelle, de développer un projet, d'aider en tout cas en ce sens, que ce soit d'une manière totalement passive, simplement avec un apport financier. Et si tu proposes par exemple une levée de fonds avec ta boîte et que je suis par exemple moi-même amené à y participer, ça serait par exemple clairement dans ce sens. Mais oui, oui, c'est super intéressant ce que tu dis et c'est quand même intéressant de voir ta vision où tu as envie de vraiment d'investir ce dans quoi tu connais, tu maîtrises et que tu as envie de t'investir. Et voilà, tu donnes du sens à tes investissements et c'est intéressant. T'as tout résumé. Ouais. Bah écoute, mille merci, ça fait quand même une bonne heure qu'on est ensemble. C'est assez passionnant, je pourrais rester encore des heures avec toi. Est-ce que tu aurais un petit mantra, une petite citation que tu te répètes, que tu pourrais partager aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent? Ouais. Alors moi, le mantra que je me répète souvent, c'est ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Euh, Par rapport à mon vécu, il y a des situations dans lesquelles j'étais où je me disais, bah, en fait, c'est pas forcément la situation qui t'épanouit le plus, mais c'est un passage obligé pour réussir et pour faire quelque chose de grand. Donc, par exemple, j'ai fait des études de pharmacie
c'est quelque chose qui m'épanouissait pas, mais je me voyais pas changer de voie d'orientation. Il y a un concours qui est assez difficile, donc pour me donner de l'énergie, donc tu vois, j'avais une routine tous les matins où je faisais à peu près tout le temps la même chose, qui me permettait d'avoir vraiment du focus sur la préparation de ce concours et pour me donner de la motivation, je me disais bon, bah, allez, c'est juste un temps. Une fois que tu auras passé ça, ça ira mieux. Et donc, tu vois, le mantra que je me répétais souvent, c'était ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Euh, et donc, parfois, tu as quelques passages de vie comme ça qui sont pas les plus épanouissants, que tu sais qu'ils sont pourtant incontournables. Euh, et donc, voilà, c'est une phrase que j'aime bien me répéter pour me redonner de l'énergie. Ouais, ouais, ça se comprend très très bien. Et puis pour celles et ceux qui nous écoutent, il faut savoir aussi que Cédric est un passionné de course à pied, notamment un ultra trailer en montagne où il a fait plusieurs fois des 100 miles, donc l'équivalent enfin, des ultramarathons, etc. Donc 160 km en montagne avec du dénivelé, etc. etc. Un petit peu à l'image de Quentin Romé, fondateur d'Omnitic, j'ai eu le plaisir de réaliser une émission sur ce podcast où on sent cette âme chez toi entrepreneuriale de repousser les défis. Et ouais, c'est super, super intéressant, Cédric. Ouais, typiquement, tu vois, quand tu cours un 160 km, tu as forcément des passages où tu as plein de signaux qui t'arrivent de ton corps et qui te disent juste arrête, 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 il n'y a pas de raison de te faire mal, il n'y a pas de raison de continuer. Là, tu as des ampoules partout, tu es en hypothermie, tu es en hypoglycémie, donc tout te pousse à arrêter. Et là, c'est intéressant parce que c'est plus forcément physique, donc tu n'es plus dans une épreuve physique, tu rentres dans une épreuve mentale où tu essayes juste de repousser tes limites personnelles et de te dire bah, c'est possible, ce qui me tue pas me rend plus fort, parce que au bout du bout, tu vas pas mourir. Mais par contre, tu es obligé de passer au-delà de tous ces signaux et de te dire allez, je m'arrête, je prends une demi-heure de pause, je me requinque et je repars. Et donc c'est ce que j'aime bien bah, dans la course à pied longue durée, tu vois, c'est de l'ultra-endurance. Euh, c'est que c'est pas forcément le mieux préparé physiquement qui gagne à l'arrivée, même si moi je vise jamais la victoire, mais je vise juste la victoire, le fait d'avoir fini l'événement. Euh, c'est juste un accomplissement sur soi-même où tu te dis bon ben ça me paraissait impossible, j'ai repoussé ce qui aurait pu paraître impossible et ce qui pour beaucoup de personnes paraît juste c'est délirant quoi quand tu te dis tu vas courir 160 km, tu as 10 000 mètres de dénivelé positif, tu pars pour 40 heures de course si tu finis dans des bons temps et tu vas pas dormir une seule heure. Donc sur le papier, ça peut paraître invraisemblable. Et pourtant, bah, c'est un pied devant l'autre, essayer de réduire les étapes, de ne pas se dire bah, je vais faire 160 km, mais finalement je vais avoir 10 étapes de 20 km, tu vois, essayer de découper le challenge global, et c'est ce qui me passionne. Ouais. Super inspirant. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres à recommander, que ce soit sur l'entrepreneuriat d'une façon générale, sur l'investissement en particulier, l'investissement immobilier peut-être? Est-ce que tu aurais des ressources qui t'ont inspiré, des livres que tu pourrais recommander, que ce soit à moi-même, mais également surtout aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent? Alors, moi, j'écoute beaucoup de podcasts, tu vois, je fais à peu près 1 heure et demie de voiture par jour, donc ça me donne le temps de mettre à profit ce temps perdu. Donc, j'écoute des podcasts, alors ça peut être n'importe quel podcast d'économie, tu vois, j'ai Google Podcast qui me fait plein de recommandations là-dessus. Les livres que je vais lire, vont être des livres vraiment sur des biographies que je trouve inspirantes. Donc, celle qui m'avait le plus inspiré, c'est la vie de Jeff Bezos sur Amazon, parce qu'en fait, tu te rends vraiment compte qu'il n'y a pas d'innovation particulière dans Amazon, mais c'est un play très opérationnel. Donc, c'est sa capacité à avoir mis une chaîne d'opérations millimétrée à la suite pour t'offrir une expérience utilisateur qui est juste phénoménale. Donc c'est très intéressant de lire ça. Euh, y a aussi le livre Delivering Happiness, donc l'histoire de Zappos aux États-Unis, parce que c'est un peu les montagnes russes sur la création de la boîte. Et tu vois, à la fin, c'est une très très belle start-up, bah, d'ailleurs rachetée par Amazon in fine.
Donc c'est plutôt des biographies comme ça qui m'inspirent, où tu vas pas forcément apprendre des choses business, mais juste qui te motivent et qui te poussent à avancer. Je le mettrai en description dans la bio également. Bah écoute Cédric, mille merci pour tout ça. Je te laisse si tu veux le mot de la fin. C'est très très libre. Pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, je les appelle, ils font partie de la Dream Team de la bonne fortune. Parce que là, tu vois, ça fait 1 heure et demie qu'on est ensemble. Du coup, toutes celles, tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'ici. Donc, encore une fois, mille merci. Mille merci à toutes et à tous parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, à la partager autour de vous. Et merci pour vos avis 5 étoiles, encore une fois, sur Apple Podcast, qui permet d'être référencé, comme tu l'évoquais juste à présent. Donc, Cédric, si tu veux avoir un petit mot de la fin, je t'en prie, c'est avec grand, grand plaisir. Ouais, ben, merci Ismaël pour ton invitation. C'était super intéressant de parler d'immobilier. Et j'encourage tous tes auditeurs. J'adore tous ces podcasts parce que enfin, j'ai l'impression qu'en France, tu vois, il y a une culture de la finance personnelle qui se développe et c'est plus vu comme un tabou de se dire qu'on peut investir. Il y a plein d'outils maintenant qui démocratisent ça et qui facilitent l'investissement en général. Donc c'est très bien le travail d'évangélisation que tu fais autour de l'investissement en général et d'amener cette pédagogie. Je trouve ça juste génial. Donc j'encourage en tout cas tous les auditeurs à écouter tous les épisodes de La Bonne Fortune et bien d'autres bien d'autres podcasts qui existent et qui font aussi un travail fabuleux. Merci encore pour ton invitation et à bientôt. Bah, au plaisir, Cédric. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.